Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où je vais vous parler de décidabilité et de complexité. Donc un sujet qui est un petit peu à la frontière entre les mathématiques et l'informatique. Donc voilà, c'est de l'informatique théorique ou c'est des mathématiques un petit peu appliquées à l'informatique. Enfin bref, c'est comme vous voulez. Moi je considère que c'est des maths et vous allez voir si vous vous lancez dedans que oui, c'est vraiment des maths. Donc voilà, à la base c'est issu d'un cours que j'ai fait pour les profs du secondaire qui préparent à enseigner l'option NSI au lycée après la réforme du lycée. Donc c'est accessible a priori à tout le monde. Donc voilà, il y a parfois des petites démonstrations de maths, bon à la rigueur vous pourrez les sauter hein, si vous n'êtes pas trop dans le domaine, mais voilà, l'idée c'est qu'à la fin de ça vous ayez une meilleure idée de ce que ça veut dire, ces différents termes, et à quoi ça peut servir, etc. Voilà, c'est comme d'habitude, hein, c'est relativement exhaustif. J'espère pas trop compliqué, mais quand même, vous voyez, comme d'habitude, hein, je ne vais pas tout cacher, toutes les difficultés en disant oui, oui, on admet que c'est comme ça, comme ça. Je vais essayer de vous faire comprendre un peu les subtilités du truc, en illustrant par des exemples, etc. Pour qu'à la fin, voilà, vous ayez vraiment une vision un peu correcte des différents problèmes, même si effectivement, bah, voilà, il y a des choses que je vais simplifier. Et puis j'espère en tout cas que ce ne sera pas trop désagréable à regarder. Ok, donc dans la première partie, dans la première vidéo de ces 4 vidéos, voilà ce que vous allez trouver. Donc une petite introduction au sujet. Ensuite, je vais vous parler de machines de Turing. Je vais vous expliquer ce que c'est que des machines de Turing déterministes, non déterministes, à plusieurs bandes, etc. Donc voilà, on va vous faire des machines de Turing dans tous les sens. Et on va parler des différents problèmes de l'arrêt du théorème de Matiasevich. Si vous ne savez pas du tout ce que c'est pas grave. C'est le but justement de le découvrir. Si vous connaissez déjà tout, par contre, vous pouvez passer à la deuxième vidéo. Ok, allez, sans plus attendre, allons-y. Première question qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'on fait face à un problème qu'on ne parvient pas à résoudre ? Hein, ça fait un exo de maths, ça fait 3 heures qu'on est dessus, ça fait une conjecture qu'on cherche depuis 1 an, bref, il y a un problème, on n'arrive pas à le résoudre, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, alors pour les exos de maths, peut-être qu'il faut relire le cours et s'entraîner, mais des fois, hein, et c'est pas évident de savoir quand, la meilleure solution, c'est peut-être juste de laisser tomber. Hein, je donne des exemples, il y a des gens qui ont cherché pendant des siècles comment engendrer un mouvement perpétuel, que ce soit avec des aimants, avec des cascades, avec des circuits électriques, avec ce je ne sais. Bon, maintenant on sait que c'est pas possible. D'accord ? Parce qu'il y a toujours forcément une petite perte d'énergie par des frottements, etc. Donc voilà. Par exemple, il y a des mathématiciens qui ont essayé de trouver une méthode pour construire pi, vous savez, à la règle et au compas. Hein. Donc d'accord ? Comment construire le carré de même côté, en l'occurrence c'est plutôt racine de pi, enfin bref, qui a le même côté que dont l'aire est la même que celle du cercle, d'accord ? Bon voilà, on sait que maintenant ça c'est pas possible à faire. Donc tout ce qu'on cherchait, bah, c'était juste pas la peine, quoi, vous voyez ? Parce que c'était pas possible. Donc la théorie de la... Voilà un autre exemple hein, de problème qu'on s'est posé, la question. Donc c'est Hilbert, parmi tous les problèmes qu'il a posés au début du XXe siècle, un des problèmes c'était est-ce qu'on peut résoudre toutes les équations diophantiennes de façon systématique? Est-ce qu'on peut trouver une méthode, un algorithme, une méthode de résolution qui permette de savoir si une équation donc polynomiale à coefficient entier admettait toujours des racines entières ou pas? Ok? Donc voilà. Hein, d'après Galois, on sait que les polynômes de degrés à partir de 5, ils n'ont pas tous des racines exprimables avec les racines carrées, etc. etc. Mais là, on veut juste savoir est-ce qu'il y a des solutions entières ou pas. Donc c'est pas tout à fait le même problème, c'est quelque part un problème qui a l'air un petit peu plus simple, vous voyez. Parce que même s'il y a des racines compliquées, non, on voulait savoir est-ce qu'on peut déterminer s'il y a des racines entières. Donc voilà, si vous connaissez le grand théorème de Fermat, c'est un cas particulier. Ouais. Est-ce que x puissance 5 plus y puissance 5 égale z puissance 5 a toujours une solution ou pas? Bref, et donc voilà, donc, le 10e problème de Hilbert, vous savez, il avait posé au début du XXe siècle une trentaine de problèmes, et voilà, ça c'était le 10e, est-ce qu'on peut toujours savoir ça ou pas? Donc c'est un problème compliqué qu'on ne savait pas résoudre, voilà, et donc est-ce qu'on peut ou pas le résoudre? C'est ça la question. Ok, donc la théorie de la décidabilité, qui fait l'objet en fait de cette première vidéo, est de donner un cadre pour déterminer si un problème mathématique, il admet une solution trouvable par un ordinateur ou pas. Ok? Et donc, ce qu'on verra après dans les vidéos suivantes, c'est la théorie de la complexité qui dit que quand on peut le résoudre par ordinateur, d'accord, ok, c'est possible en théorie, mais est-ce que c'est possible en pratique? C'est-à-dire, est-ce que le temps de calcul et la mémoire demandée sont raisonnables, et est-ce qu'en vrai, on va pouvoir le faire? Ok? Parce que voilà, on va voir qu'il y a des problèmes, ok, comme, je sais pas moi, trouver la clé de chiffrement, bah ok, si on les essaye toutes, on va forcément finir par la trouver. Mais si on n'a pas le temps de toutes les essayer en temps raisonnable, parce que ça demanderait plus de temps que l'âge de l'univers, bon bah en pratique, on ne peut pas trouver la clé, vous voyez. C'est pas parce qu'en théorie c'est faisable que c'est forcément faisable en pratique. Donc aujourd'hui, c'est la théorie, et les vidéos suivantes, c'est la pratique. Ok? Même si ça reste un peu théorique, je vous rassure. Ok, donc voilà. Donc, un problème de décision, donc déjà, c'est une question mathématique dont la réponse est oui ou non.
on va appeler ça pour savoir décider, est-ce qu'un problème a une solution ou pas, etc. Donc on appelle ça les problèmes de décision. Donc je donne un exemple, hein, prime, très connu, on donne un nombre, est-ce qu'il est premier? Oui, non. Un autre, un petit peu moins connu, étant donné un graphe G, alors vous savez, un graphe, c'est un ensemble de sommets qui sont reliés ou pas par des arêtes, d'accord, de toutes les façons que je peux imaginer, ça peut se croiser ou pas, etc. Et donc, on peut interpréter ça un peu comme des villes reliées par des routes, hein. Et le problème du circuit hamiltonien, c'est de savoir s'il y a un moyen de parcourir tout le graphe, c'est-à-dire de passer par tous les sommets, d'accord, en suivant les arêtes, bien évidemment, et en passant une et une seule fois par chaque ville ou par chaque sommet, et en revenant au sommet du début. D'accord? Un circuit, c'est ça, hein, je passe au sommet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A. Et jamais deux fois par le même. Ok? Donc voilà, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez, chercher. Est-ce que vous pouvez trouver des circuits hamiltoniens dans ces deux exemples-là? Ok, donc voilà, allez, je donne la réponse. Hop, donc là, on ne peut pas. Donc si vous avez cherché longtemps, vous n'avez pas trouvé. Ce n'est pas une preuve qu'on ne peut pas. Il faut essayer de trouver un argument pour dire qu'on ne peut pas. Ok? Et là, on peut. Et vous devez vous rendre compte que même là, c'est pas évident. Cherchez-le si vous voulez, mettez encore sur pause et puis essayez de trouver maintenant le circuit. Oui. Là, par exemple, si vous partez de là, forcément, vous allez là. Hein. Ce bout-là, il est obligé, parce qu'on passe par tous les sommets. Donc on peut partir de celui qu'on veut. S'il existe un circuit, ils sont tous reliés. Hein, donc oui, ce bout-là, par exemple, il est carrément imposé, quoi. Il y aura forcément ça dedans. Hop, hop, hop. Mais après, là, voilà, vous avez plusieurs choix. Donc essayez tout ça. Ok, allez, on va dire que vous avez mis sur pause. Dernière chance. Je donne la réponse. Clac. Voilà, donc c'était pas évident à trouver, hein, voilà. Mais si vous regardez maintenant, vous voyez bien, ça marche, clac. Donc ça c'est pour vous montrer qu'en fait c'est pas du tout simple à trouver. Je vous donne un graphe avec 1000 points, avec des arêtes dans tous les sens, est-ce qu'il existe un circuit hamiltonien ou pas? Oui, c'est vraiment pas un problème facile. Hein. Ok? Donc voilà, on va en reparler, il a plein de propriétés ce problème, hein, rassurez-vous, on le reverra dans les vidéos prochaines, etc. C'est un bon exemple. Bon. Ok, donc un petit peu de vocabulaire, les objets mathématiques donc, sur lesquels portent les problèmes, que ce soit les graphes dans le cas qu'on vient de voir ou les nombres dans le premier, ça s'appelle les instances du problème, d'accord? C'est-à-dire les données initiales, hein, voilà, la configuration particulière du problème qu'on veut tester. Ok, on appelle ça une instance. C'est juste parce qu'après je vais dire le mot sans doute, alors autant prévoir à l'avance, parce que sinon vous allez dire mais de quoi il parle? Bref. Ok, donc par exemple pour le problème de primalité, une instance c'est un nombre, pour celui du circuit hamiltonien c'est un graphe, et pour les autres problèmes ça va être autre chose. Ok, donc voilà. On cherche à savoir s'il existe une procédure algorithmique, un calcul, une méthode qui permette pour chaque instance de savoir si la réponse est oui ou la réponse est non. Okay, ça ne veut pas dire qu'on se demande de trouver la solution. Hein. Par exemple, pour le circuit hamiltonien, notre problème c'est déjà est-ce qu'il en existe un ou pas. Après, l'autre problème c'est est-ce qu'on peut trouver le graphe. Mais déjà le problème de décision c'est est-ce qu'il en existe ou est-ce qu'il n'en existe pas. Okay, et donc voilà. Et donc, la définition mathématique, on dit qu'un problème de décision est décidable s'il existe une machine de Turing déterministe qui accepte les instances où la réponse est oui. C'est clair là, je pense que maintenant tout le monde sait de quoi je veux parler. Hein. De quoi? Une machine de quoi? Ah, vous ne connaissez pas les machines de Turing? Enfin, certains d'entre vous ne connaissent pas les machines de Turing. Ça tombe bien, le but de la fin de cette vidéo, c'est d'expliquer à peu près tous les mots de cette définition. D'accord? Machine de Turing, déterministe, accepte. Bon, instance, on sait, ok. Mais le reste, voilà. Donc ne partez pas, c'est normal que vous ne compreniez rien, et mon but maintenant c'est de vous expliquer un peu ce truc-là. Ok? Donc Alan Turing, donc, vous avez déjà entendu parler, il y a eu un film qui s'appelle Imitation Game qui raconte sa vie, c'est un peu romancé mais c'est quand même sympa. Donc pour des raisons qu'on va voir, il a fortement contribué à la définition du concept de machine programmable, vous en serez convaincu quand vous aurez vu les machines de Turing justement. Donc il a permis la réalisation des premiers ordinateurs parce que l'architecture de von Neumann est fortement inspiré. J'expliquerai la différence qu'il y a quand même avec une machine de Turing, mais c'est quand même fortement inspiré des travaux de Alan Turing. Et puis, accessoirement, il a permis de raccourcir la guerre de, je ne sais pas exactement combien, entre 1 et 2 ans, on va dire, ça dépend des historiens. Mais en tout cas, il a drastiquement limité le nombre de morts humaines pour la Seconde Guerre mondiale en déchiffrant les messages Enigma de l'armée allemande. Donc voilà, quelqu'un qui a fait plein de choses dans sa vie, et accessoirement, il s'est suicidé à l'âge de 42 ans en croquant dans une pomme dans laquelle il y avait du cyanure, parce que voilà, il était homosexuel, et comme le montrent les petites couleurs qui sont là, et donc on ne peut pas s'empêcher de penser, même si ça a été démenti depuis, que le premier logo d'Apple était quand même un certain hommage au père fondateur de l'informatique. Bon, après ils ont dit que c'était faux, mais allez savoir, hein, c'est pas pareil, des fois on n'assume pas forcément les bêtises qu'on fait quand on a 20 ans, quoi. Ok. Donc, une machine de Turing déterministe, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors,
Voilà, c'est en fait un modèle minimaliste hein, d'ordinateur, c'est-à-dire que Turing a essayé d'imaginer quelque chose le plus facile à décrire possible et qui puisse permettre de faire tous les calculs possibles et imaginables. Donc c'est vraiment ça son concept. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit déjà, j'ai un ruban infini. Alors ok, donc là déjà on voit que dans la théorie, parce qu'en pratique un ruban infini ça va être vite fait. Hein. C'est tranquille quoi, on ne sait pas le faire. Hein. Donc voilà, mais pour pas être embêté avec des histoires de fin de ruban, de machin et trucs, lui, hop, il a un ruban, voilà, il y en a autant que les nombres entiers par exemple, donc voilà. Jusque là tout va bien, donc on imagine. Hein. Hop, alors chaque case de ce ruban, donc elle contient les éléments d'un alphabet fini R. Alors voilà, il y a un certain nombre de symboles qu'on peut mettre sur le ruban, hein. Il n'y a pas, a priori pas de limitation. On verra que des fois on peut se ramener à mettre que des 0 et des 1 par exemple, mais a priori dans la définition d'une machine de Turing, bah voilà, il y a des symboles qu'on met sur le ruban. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il y a un symbole qui dit que la case est vide. Okay, donc voilà, je l'ai appelé ensemble vide, mais ça peut être un caractère blanc, ça peut être B, ça peut être quelque chose pour dire là il n'y a rien. Okay, il y a au moins un caractère pour dire qu'il n'y a rien, et un caractère pour dire autre chose, vous voyez, mais ça c'est le minimum. Ok, mais généralement il y en a plusieurs, c'est comme plus pratique. Ensuite, il y a une tête de lecture. Okay, donc une tête de lecture, c'est quelque chose qui va dire, voilà, je peux lire le contenu d'une case du ruban, et elle est dans un état. Cette tête de lecture, voilà, un nombre fini d'états, qu'on a, voilà, A, B, C, D, enfin bref, on les appelle comme on veut, dans un ensemble fini E d'états. Ok, donc il y a un ensemble fini de lettres sur le ruban, un ensemble fini d'états. Et parmi les états, il y en a un qui est un état initial, et puis il y a peut-être plusieurs états finaux. Voilà, un état initial, un état final. L'état initial, c'est l'état dans lequel elle est quand elle commence l'exécution. Et si elle atteint un état final, eh ben, elle s'arrête, vous voyez, c'est juste... Hein. Ok. Bon, et alors plus important, c'est quand même qu'est-ce qui fait marcher tout ça, c'est la table de transition. Alors la fonction de transition, ou la table de transition, c'est quelque chose qui, à partir de l'état de la tête de lecture et du contenu de la case, donc ça ne sert que ça. Hein, voilà. Là, par exemple, je lis 1 et je suis dans l'état A. Ça, c'est les seules données. Donc voilà, par exemple, je pourrais lire 0, être dans l'état B. Bon, voilà. À partir de l'état et de ce qu'il y a dans la case, est défini qu'est-ce qu'on met dans cette case. On peut changer. Okay, on met peut-être autre chose de l'alphabet R. Ou pas, on garde. On change d'état ou pas, d'accord, et on se déplace soit d'une case vers la droite, soit d'une case vers la gauche. Okay, il y a une variante, on peut rester sur place, mais la machine de Turing standard, c'est, voilà, à partir de la tête de lecture et de ce qu'on lit sur le ruban, on fait trois choses. On se déplace à droite ou à gauche, on change ou pas d'état, on écrit autre chose ou pas dans la case du ruban, avant de se déplacer. Ok. Donc voilà, je crois que le mieux c'est de regarder un petit exemple. Donc voilà, j'écris mes données initiales, le nombre sur lequel je vais faire le calcul, ou l'instance du problème, le graphe, etc., que j'ai encodé d'une façon, on verra comment, enfin, d'une façon bizarre sur mon ruban par exemple. Hein. Ok, donc mon instance du problème d'une façon ou d'une autre, je l'ai écrite sur le ruban d'entrée, et à partir de ça, la machine de Turing va calculer quelque chose, va faire elle est dans son état initial, elle va faire des trucs. Bon, je donne un exemple tout de suite. Donc voilà, j'ai pris un ruban où il n'y a que des 0 et des 1. Il y a trois états, l'état A qui est initial, l'état B et l'état C qui est final. Et ma table de transition, elle est ici. Alors on va voir comment ça fonctionne. Ça veut dire que là, quand je démarre, par exemple, je suis dans l'état A et je lis ensemble vide. Donc ça veut dire que je suis dans cette case-là. Vous voyez, je suis dans l'état A, je lis ensemble vide. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, je reste dans l'état A, je laisse écrire ensemble vide dans la case et je me place d'une case vers la droite. Ok, donc voilà. Mais alors maintenant, attention, parce que je suis toujours dans l'état A, mais je lis un 0. Et donc, c'est cette case-là de la table de transition qui va me dire ce qu'il faut que je fasse. Donc, il me dit, tu passes dans l'état B, tu laisses écrit 0 et tu déplaces à droite. D'accord? Donc voilà, hop, déplace. La seule différence maintenant, c'est que je suis dans l'état B. Alors, si je suis dans l'état B et que je lis un 1, alors donc c'est cette case-là, l'état B, je lis un 1, je reste dans l'état B, je marque un 1, je me déplace à droite. Autrement dit, je fais rien sauf me déplacer à droite. Bon, bah du coup, on l'a déjà vu. Je lis toujours un B1, donc je fais rien, je me déplace à droite. Ah, B est vide. Alors attention, B est vide, c'est cette case-là. Donc je passe dans l'état C, j'écris un 0 dans la case et je me déplace à droite. Hop. Et là, j'ai atteint un état final, donc je m'arrête. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'elle fait, cette machine de Turing? Donc voilà, si vous arrivez à interpréter un peu ce qu'on vient de voir, hein, voilà, si on la fait démarrer dans ce coin-là, on imagine, donc tant qu'il y a des ensembles vides, elle va se déplacer, clac, quand elle va commencer à trouver le nombre, elle va passer dans l'état B, elle va tout recopier le nombre B pareil, sauf qu'à la fin, hop, elle va rajouter un 0. Et donc, si on imagine que ça, en fait, c'était un nombre en binaire au début, cette machine, elle ne fait que la multiplication par 2. Parce que rajouter un 0 à la fin, c'est pareil que multiplier par 2 quand on est en binaire. Hein. Ok. Donc voilà, donc c'est vraiment très simple, hein. Une Turing vraiment fastoche.
Mais c'est juste pour illustrer un peu comment ça fonctionne, quoi. Ok. Donc en vrai, voilà, un exemple de machine de Turing. Elle va me dire, ah, le ruban, elle n'est pas infinie. Bah oui, dans la vraie vie, les rubans, ils ne sont pas infinis, quoi. Donc voilà, donc là, c'est activé par une petite, vous voyez, une petite manivelle hein, qui permet de donner l'énergie pour faire tourner le ruban, pour faire inscrire les données là sur le ruban. Là, vous voyez, il y a la tête de lecture là, qui est en train de s'activer. Alors là, il y a la table de transition, là, j'imagine, qui est lue par les petites choses qui sont là, hein, qui permettent de savoir exactement ce qu'il faut faire, suivant ce qu'il y a sur la case du ruban ou pas. Et puis là, voilà, donc elle déplace, elle rajoute des petits objets ou elle en enlève sur le ruban pour dire si c'est des 0 ou des 1. Ok. Donc bon, voilà, c'est marrant, c'est artisanal. Une plus sérieuse, là, voilà, une machine de Turing électronique qui a été construite il n'y a pas tellement longtemps. Alors celle-là, je crois qu'elle a 7950 états ou quelque chose comme ça. Elle est censée vérifier la véracité des axiomes de la théorie des ensembles ZF. Bon, bref, si elle s'arrête un jour, ça veut dire qu'il y a une incompatibilité dans notre système d'axiomes de l'arithmétique, quoi. Elle est censée tout vérifier, etc. Je ne sais pas exactement les programmer, mais je vous mets dans les notes de l'émission, là, dans les commentaires, là, juste en dessous, dans le descriptif, l'article dans lequel j'ai trouvé cette image, où voilà, ils expliquent pourquoi elle a été faite, etc. Bon, c'est plus pour le fun qu'autre chose, hein, mais voilà, si vous savez en détail, en tout cas plus en détail, parce qu'ils ne donnent pas tous les détails, mais c'est plus en détail pourquoi elle a été faite et ce qu'elle marche, ben vous regardez, vous cliquez en dessous, vous allez voir ça. Ok. Donc voilà. Alors, la thèse de Church. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, une thèse? Alors, c'est pas une thèse que j'écris pour avoir mon doctorat. Hein. C'est un mot un peu bizarre. D'habitude, on parle de théorème quand on a démontré quelque chose, de conjecture quand on n'a pas démontré quelque chose, et là, c'est une thèse. Alors, une thèse, en fait, il faut dire, c'est comme une hypothèse, on a viré le hypo. C'est-à-dire qu'une hypothèse, a priori, on n'est pas trop sûr. On dit, ouais, si ça c'est comme ça, alors c'est comme ça. Et puis quand on dit, bah, si cette hypothèse, maintenant, on y croit tellement qu'on va poser que c'est vrai, eh ben, on vire le hypo. Mais c'est pas vraiment un théorème, voilà, je vous explique. Le mieux, c'est pour comprendre, c'est de voir de quoi il s'agit. Donc la thèse de Church, c'est que la notion physique de la calculabilité, définie comme étant tout traitement systématique réalisable par un processus physique ou mécanique, peut être exprimée par une machine de Turing déterministe. Bon là, une fois de plus, comme l'a défini tout à l'heure, je pense que c'est très très clair, mais évidemment, je pense que vous préférez que je vous traduise ça en français courant. Et donc ça veut dire que tout ce qu'on peut calculer avec un boulier, un ordinateur, avec mon stylo et ma feuille, avec, je sais pas moi, bref, tous les objets que je peux imaginer, ma Pascaline, ma calculatrice, je ne sais quoi, eh ben ça peut se faire avec une machine de Turing déterministe. Ok. Alors, me dire, on ne peut pas démontrer un truc pareil. Ah, ce serait bien de démontrer un truc pareil, sauf que la première partie, tout ce qu'on peut calculer n'est pas défini. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire, tout ce qu'on peut calculer d'une façon ou d'une autre? C'est comment on définit ça mathématiquement? C'est ça le problème, vous voyez. C'est-à-dire, jusqu'à présent, tout ce qu'on a réussi à calculer, la machine de Turing a été faite pour le réaliser, vous voyez. Donc voilà. Mais ça n'a pas de sens mathématique concret. Donc du coup, on en donne un en disant, clac, qu'est-ce qu'on peut calculer? En fait, ce qu'une machine de Turing peut faire. Vous voyez, ça devient une définition mathématique concrète là. On prend une machine de Turing déterministe, tout ce qu'elle peut réussir à émuler, à calculer, à faire avec son ruban infini et ses tables de transition, eh bien c'est ça qui est calculable. Et jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de choses qu'on pouvait faire avec un ordinateur. C'est normal, parce que c'est construit à partir des machines de Turing, les ordinateurs. Mais ou des calculs à la main, ou avec un boulier, ou avec un autre système mécanique, ou voilà, ou algorithmique, ou systématique, on n'a pas trouvé de moyen de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avec une machine de Turing déterministe. D'accord? Donc du coup, définition, qu'est-ce qui est calculable, qu'est-ce qui est faisable par un ordinateur, même quantique et tout ça, hein. On en reparlera plus tard des ordinateurs quantiques. Ça a changé des choses, mais pas ça. Tout ce qu'on peut faire avec un ordinateur, on peut le faire avec une machine de Turing déterministe. Donc du coup, définition, quelque chose de calculable, c'est quelque chose qu'on peut faire avec une machine de Turing déterministe, parce que là au moins c'est précis, c'est rigoureux. Si jamais un jour vous aurez trouvé un nouveau système de calcul de machin, un truc qui permet de faire des choses qu'on ne puisse pas, c'est pas clair que ça existe, mais admettons, à ce moment-là, votre truc serait censé pas calculable. Il faudrait voir éventuellement de changer la définition, mais enfin bon, pour le moment, la définition mathématique de quelque chose qu'on peut calculer, qu'on peut faire, d'accord, c'est ce qu'on peut réaliser, les calculs qu'on peut réaliser avec une machine de Turing déterministe. Ok, du coup, voilà, même définition, propre, claire. Alors après, c'est pas forcément évident à démontrer que notre chose là, comment on peut faire pour la faire avec une machine de Turing, ça pose des problèmes. Mais la définition mathématique maintenant, voilà, c'est ça. Ok. Et donc voilà, ça c'est la thèse de Church, donc ça date des années 1930, cette affaire-là. Comme la définition de la machine de Turing. Ok, donc très bien. Alors un petit peu de vocabulaire, donc si je prends une machine de Turing déterministe, le mot d'entrée,
le mot d'entrée écrit dans l'alphabet R du ruban, hein, d'accord, c'est voilà, c'est ce qu'il y a au début, c'est ce qui est au départ de l'exécution de la machine. La machine, si elle atteint un état final après un nombre fini d'étapes, d'accord, bah, si elle atteint un état final, c'est forcément après un nombre fini d'étapes. Des fois, je dis des trucs bizarres. Bon, enfin bref, on dit que le mot X est accepté, d'accord, et le mot inscrit sur le ruban après l'arrêt, ça s'appelle le mot de sortie et on l'appelle T de X. Ok. Bon, bah, voilà. Et alors si la machine s'arrête sans atteindre un état final parce qu'elle est bloquée, et parce qu'il n'y a pas de transition prévue par exemple dans ce cas-là, ou si jamais elle boucle, hein, ça ne s'arrête jamais, c'est-à-dire qu'on voit qu'elle va boucler jusqu'à l'infini, bon bah dans ces cas-là, on dit que X est rejeté. Ok. Voilà, donc il y a un mot d'entrée, soit finit par atteindre un état final, il est accepté, soit pas, il est rejeté. Voilà, c'est du vocabulaire cette affaire, hein. D'accord. Ok. Alors maintenant que j'ai parlé de machine de Turing déterministe, d'accord, mais donc je devais vous dire que, et vous avez raison, qu'il existe des machines de Turing non déterministes. Alors en pratique, même c'est des machines de Turing générales, parce qu'il n'y a pas de raison de fixer, vous voyez, c'est un cas particulier, les machines de Turing déterministes sont un cas particulier des machines de Turing, sans préciser. Bon, alors pour être, souvent les gens précisent quand même, pour être sûr de bien savoir de quoi on parle, hein. Mais voilà. A priori, une machine de Turing donc générale, c'est la même chose que ce qu'on a vu, une machine de Turing déterministe, sauf qu'il y a une différence, c'est que la fonction de transition, bah, c'est plus une fonction de transition. C'est-à-dire qu'avant, pour un état de la tête de lecture et une case de ruban, il n'y avait qu'une seule possibilité. C'est déterministe, ça arrivait forcément au même endroit si on partait des mêmes données de départ avec le même état initial. Là non. Maintenant, pour un état de la tête et un ruban, plusieurs choix. D'accord? Une machine non déterministe, c'est-à-dire qu'il y a une table, disons voilà. Hein, dans chaque case du tableau, bah, il y a plusieurs possibilités, puis elle choisit celle qu'elle veut, on ne sait pas comment. Il n'y a pas de règle pour dire c'est équiprobable ou quoi que ce soit, non. Machine Turing non déterministe, voilà. Elle fait des choix, comme elle veut. D'accord? Et donc en pratique, en fait, faut se dire, mais c'est quoi cette histoire? En fait, on va considérer comme si on regardait toutes les exécutions possibles de la machine de Turing, vous voyez, hein, pour dire qu'un mot d'entrée X, par exemple, il peut conduire à des calculs qui l'acceptent, qui atteignent un état final, et d'autres calculs, ça fait d'autres choix qui ne l'acceptent pas. D'accord? Et donc on dit que X est accepté si au moins un des calculs, au moins une des façons de choisir dans la table de transition atteint un état final. Donc en fait, moralement, c'est un peu, quand on a une machine de Turing non déterministe, c'est un peu comme si on regardait toutes les exécutions possibles, vous voyez? D'accord? À la fois, quoi. Schluck. Donc on verra que c'est pour ça qu'elles sont vachement plus puissantes. Donc voilà, donc on dit qu'il est accepté s'il y a une façon de l'accepter en choisissant les transitions comme il faut. Ok? Donc voilà, donc bonne question, parce que j'ai dit avant avec la thèse de Church que je pouvais tout calculer avec des machines de Turing déterministes. Alors pourquoi s'embêter avec des machines de Turing non déterministes? Comme je viens de le dire, en fait, c'est que quelque part ça permet de paralléliser, de faire plein d'essais simultanément, même si en pratique, attention, hein, j'ai pas dit qu'on savait programmer les machines de Turing non déterministes, hein, mais en théorie, voilà, ça représente un peu comme les algorithmes probabilistes, vous savez, les algorithmes de Monte-Carlo, c'est déjà entendu se passer de ce genre de choses. Ça peut aller beaucoup plus vite qu'un algorithme déterministe, par exemple pour trouver sa nombre premier. Bon, bah alors imaginez que vous ayez une méthode déterministe qui permet de le savoir en 10 minutes et une méthode probabiliste qui permet de le savoir en 0,1 seconde, avec une probabilité, je sais pas, de se tromper qui est plus petite que celle de gagner 2 fois de suite au loto. Qu'est-ce que vous choisissez, quoi? Si vous avez besoin de le faire qu'une fois de votre vie, à la rigueur, vous pouvez prendre celle de 10 minutes. Si vous avez besoin de le faire pour une raison ou pour une autre 10 fois par minute, bah, là, vous n'avez pas le choix, vous allez prendre l'autre, vous voyez? Donc, parce que si vous avez peur des probabilités aussi infimes que de gagner 2 fois de suite au loto, bah, sortez jamais de chez vous, prenez jamais une voiture, enfin, vous voyez. Donc bref, les mathématiques, c'est des fois, ok, c'est vrai ou c'est faux, mais dans la vraie vie, des fois, si la probabilité que ce soit faux est infime, on s'en fout, quoi. Donc c'est ça la subtilité, d'accord? Donc, on peut tout faire avec des machines déterministes, c'est vrai, ok? Mais en pratique, ça peut être bien plus rapide d'avoir des machines de Turing non déterministes ou des calculs probabilistes, etc. Donc, on va en reparler, tout ça, hein, c'est pour les problèmes P, NP, etc. etc. Donc, rassurez-vous, je en reparlerai. Alors pareil, un autre processus qui permet d'accélérer, ce serait de prendre des machines de Turing qui ont plusieurs bandes, d'accord, qui peuvent écrire sur plusieurs rubans à la fois. Alors c'est la même chose. Si on peut le faire avec une machine de Turing à plusieurs bandes, on peut le faire avec une machine de Turing déterministe à une seule bande, mais juste ce sera plus lent. D'accord? Donc ça peut être des systèmes pour montrer que voilà, on peut se ramener à ça, ça peut être plus pratique. Et donc typiquement, l'idée de von Neumann, quand il a créé l'architecture des ordinateurs tels qu'on les utilise aujourd'hui, il est parti de machines de Turing à plusieurs bandes, d'accord, pour pouvoir faire plus de calculs en parallèle.
Et en plus, et donc la grosse différence quand même, c'était la RAM, la Random Access Memory, c'est-à-dire qu'il a imaginé un procédé qui permet, avec un système d'adressage des cases du ruban, en fait, d'aller directement d'un point de la RAM, donc de la mémoire, hein, à un autre, sans être obligé de se déplacer d'une case de 1 en 1, de l'un à l'autre. Donc c'est vraiment ça, là je schématise très gros, mais le principe de base des ordinateurs dans lesquels on a, c'est des machines de Turing à plusieurs bandes, où le ruban, il peut se déplacer, la tête de lecture peut se déplacer comme elle veut, non, pas complètement comme elle veut, mais de plus d'une case de l'une à l'autre, d'accord. Et ça, c'est vraiment, voilà, et le cœur de nos processeurs actuels, ça ressemble vraiment à ça, ok. Donc voilà, je ne vais pas détailler plus parce qu'après je vais dire des bêtises, mais si vous me demandez quel rapport il y a entre les deux, bah, c'est une machine, nos processeurs, c'est un peu des machines de Turing avec plein de bandes et avec un moyen de se déplacer des cases plus rapidement. Mais sinon, le principe est exactement le même. Et donc tout ce que se peut calculer avec un ordinateur peut se calculer avec une machine de Turing, etc. etc. Ok. Alors, juste pour le fun, maintenant, on va voir combien de machines de Turing il existe. Hein? Alors, restons calmes. Je considère une machine de Turing à P états et Q lettres. Donc ça veut dire que voilà, les états c'est E1, E2, E3, EP, voilà, il n'y en a que P. Et puis donc les symboles du ruban, bah, il y a toujours le symbole blanc, hein, et puis les symboles R1, R2, RQ. Bon, ok, une machine comme ça, bon voilà, alors qu'est-ce que ça veut dire que... Donc toutes les machines de Turing vont être définies à partir de ces états-là et de ces lettres-là par leur table de transition, puisque les données d'entrée, après je mets ce que je veux. Ce sera toujours la même machine de Turing, qui calculera sur d'autres entrées, mais pour définir la machine de Turing, il suffit d'avoir la fonction de transition. Ok, donc, il y a un nombre fini de transitions possibles, parce qu'à chaque fois, pour un état et une lettre, hein, si je suis dans l'état E1, je lis R1, je dois faire quelque chose. Si je lis, et peut-être plusieurs, parce que si je ne suis pas une machine déterministe, il y a peut-être plusieurs cas. D'accord? Mais en tout cas, il n'y en a qu'un nombre fini. Ok? Donc, le nombre de machines de Turing à P état et Q lettres est fini. C'est un grand nombre, mais voilà, là, il y a P fois Q combinaison au début, enfin, P fois Q plus 1 combinaison au début. Pour chacune de celles-là, j'ai plusieurs possibilités, d'accord? Mais pas tant que ça, je veux dire, il y en a aussi P fois Q, oui, à peu près, hein, possibilités. Donc, bah, voilà, au final, ça fait un grand nombre. Hein, ça peut être P fois Q puissance P fois Q ou je ne sais quoi, mais enfin bref, mais en tout cas, c'est fini. Ok? Et donc, l'ensemble des machines de Turing est dénombrable, parce que ça veut dire que quand je fais varier P et Q bah, dans n croix n, qui est un ensemble dénombrable, vous le savez. Si cette histoire de nombrable, vous ne comprenez rien du tout, alors déjà j'ai une vidéo sur le sujet pour ceux qui voudraient creuser, sinon ça veut juste dire que c'est le plus petit infini possible, hein, c'est l'infini des nombres entiers, quoi. C'est-à-dire que 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est un infini des ensembles que je peux compter un à un. D'accord? Et donc voilà, on peut compter toutes les machines de Turing, d'accord? C'est ça que ça veut dire. Il y a un moyen de les mettre dans un certain ordre et puis de pouvoir les énumérer les unes après les autres, puisque voilà, je pourrais compter d'abord d'une certaine façon toutes celles à P état et Q lettres, puis alors je pourrais commencer par celle à un état et une lettre, celle à un état et deux lettres, celle à deux états et une lettre, enfin bref, et comme ça je pourrais toutes les avoir. Ok? Très bien. Donc, pour tout alphabet R contient au moins deux lettres, l'idée c'est la suivante maintenant. Maintenant je sais que c'est dénombrable, l'ensemble des machines de Turing, donc on peut imaginer un codage qui donne à chaque machine de Turing un nombre entier par exemple. Okay, donc écrit avec 10 chiffres. Mais je peux l'écrire en binaire, par exemple, aussi. Hein. Donc je peux l'écrire voilà, avec des symboles. Si j'ai un alphabet R qui contient au moins deux lettres, bah, je peux décrire chaque machine de Turing avec un mot écrit dans cet alphabet. Ok? Même une lettre, d'ailleurs, si je voulais ajouter 1, je l'écris 1, 2, je l'écris 1, 1, 3, je l'écris 1, 1, 1, 4, mais alors il faut peut-être un truc pour séparer entre les deux, mais sinon, voilà, je vais dire, bon, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y en a pas plus que les nombres entiers, donc on peut imaginer, même si on ne voit pas du comment, un codage qui à chaque machine de Turing associe un nombre entier. Il y en a assez de nombres entiers pour coder toutes les machines de Turing. Okay, mais donc c'est possible. Parce que c'est ça l'astuce. La première chose vraiment compliquée que j'aurais essayé de vous expliquer, c'est ce concept de machine de Turing universelle. C'est ce qui fait la richesse du modèle de Alan Turing, c'est vraiment ce truc-là. Parce que bon, ok, une machine de Turing c'est sympa, mais on peut faire une machine de Turing pour les émuler toutes, vous voyez, hein, c'est comme l'anneau là qui permet de tout contrôler. Bref, donc il existe une machine de Turing qu'on appelait TU, même il y en a plusieurs, hein, mais bon, on en a inventé plusieurs, capable d'émuler toutes les machines de Turing. Alors, qu'est-ce que ça veut dire émuler? Ça veut dire qu'elle va réussir à simuler le fonctionnement de n'importe quelle machine de Turing sur la même. Alors en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma machine de Turing TU, elle a donc un alphabet R, ok, et qu'il va exister un codage, c'est vraiment comme une programmation, ouais, comme une, machine, hein, comme une façon de transformer la machine de Turing
que je veux émuler en un programme, c'est-à-dire donc en un mot écrit avec les symboles de l'alphabet R, qui va coder ma machine de Turing, clac, que j'ai appelé comme ça, et puis un codage des données initiales de la machine de Turing T, X, un codage comme ça dans les alphabets de R, donc compréhensible par TU, et tel que la X est accepté par T, donc les calculs que T va faire sur X sont les mêmes que les calculs que TU va faire sur les données initiales, codage de T, codage de X, posés à côté. Alors là, c'est vraiment compliqué. Donc je vais reprendre lentement. Vous voyez, il y a une façon de programmer cette machine de T. Hein, c'est vraiment ça le concept, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire, bah voilà, vous avez plein de machines de Turing, j'invente une nouvelle machine qui permet de, à partir d'une machine de Turing et de ses données initiales, de calculer ce qu'elle aurait fait et tout. La grosse subtilité, la grosse force du truc de Turing, c'est que c'est elle-même une machine de Turing. Il n'y a pas besoin d'imaginer un truc plus compliqué qui permette d'émuler toutes les machines de Turing. Elle-même en est une. D'accord? Donc voilà, c'est ça qui est complètement délirant, c'est qu'il y a une possibilité, d'accord, de concevoir une machine qui permet donc, puisque toutes les machines de Turing sont, d'accord, dénombrables, donc sont codables dans l'alphabet R, de façon plus ou moins compliquée. Donc autrement dit, tout ce que je peux calculer, je peux le programmer, je peux trouver un code, d'accord, qui fait que du coup, voilà, la table de transition de ma machine de TU, elle est fixée une bonne fois pour toutes, mais avec ce qu'elle va lire au début du ruban, ça va lui faire des opérations sur les données d'après, exactement les mêmes que si c'était la machine de Turing T dont elle a le code au début. Donc c'est vraiment le concept de programmation qui est inventé comme ça. C'est-à-dire que c'est comme votre ordinateur, votre processeur, voilà, à la base, hein, il a des instructions qui sont fixées une bonne fois pour toutes, là, votre Pentium ou je sais pas quoi, là, et vous tapez un code en Python, etc., ça va être interprété par le processeur comme une certaine sorte d'instruction à faire qui permet de faire, après les données initiales que vous donnez, il va faire calculer exactement comme si vous avez construit un ordinateur ou une machine de Turing spécialement pour faire ce calcul. Lui, il va faire ce calcul-là à partir du programme que vous lui avez donné. Ok? Bah, c'est exactement ça, voilà, la puissance de la machine de Turing et d'où il a vraiment inventé le concept de machine programmable, c'est-à-dire que c'est vraiment là, c'est-à-dire qu'il a dit voilà, on peut concevoir, et en plus il l'a fait, hein, je veux dire, on va voir des exemples, hein, des machines de Turing qui permettent, et donc le plus important en fait, c'est de trouver comment coder les autres machines de Turing pour que ce soit compris par TU, pour qu'elles puissent vraiment calculer comme eux. Ok? Donc l'ensemble des résultats T de X, c'est l'ensemble des résultats de la machine universelle appliquée au codage de la machine de Turing T avec les données initiales X codées dans l'alphabet de la machine universelle. Okay, donc c'est vraiment un émulateur, c'est comme les bornes d'arcade, vous savez, il y avait Frogger, vous avez une borne qui ne faisait que ça. Maintenant, sur votre ordinateur, hop, on peut émuler le programme qui était ça, avec votre processeur qui fait plein d'autres choses, il peut émuler les vieux jeux vidéo, Pac-Man, Frogger et autres, d'accord, sur votre ordinateur de bureau. Bah, l'idée, c'est vraiment la même, quoi. Il y a une façon de transformer les machines de Turing en code de celles-là qui permettent de les émuler. Ok? Alors, si vous voulez un bon exemple de machine de Turing universelle en Lego, il y a une vidéo ça a été fait par les élèves de l'ENS Lyon. Ils ont construit pour s'amuser, c'était leur projet de stage informatique, une machine de Turing entièrement en Lego, une machine de Turing universelle. Donc là, le ruban, il n'est pas infini, il est ici, vous voyez, hein, c'est codé avec des 0 et des 1. La position du petit cube ici, à droite ou à gauche, définit si c'est un 0 ou un 1. Je vous mets le lien, pareil, dans les notes de l'émission, si vous voulez regarder cette petite vidéo après, vous allez voir, c'est rigolo. Vous en connaîtrez pas tellement plus que ce que je vous ai dit, mais vous la verrez en marche et c'est sympa. Donc voilà. Donc ça, c'est une machine de Turing universelle, hein, c'est-à-dire qu'elle calcule tout ce que peut calculer un ordinateur. Bon alors en pratique, en une seconde, ce que votre ordinateur de maison peut calculer en une seconde, je crois qu'il faut 3000 ans pour le calculer. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas utiliser ça, vous voyez, c'est pas l'idée, quoi. Mais juste en théorie, c'est ça qui est beau, c'est que ça peut tout faire. Ok? Sauf que le ruban, elle est un petit peu petit, hein, donc il faudrait prévoir un peu plus de ruban, mais sinon, ouais. Ok. Donc voilà, donc vu qu'on est dans le minimalisme, hein, puisque une machine de Turing c'est quelque chose de minimal, il y a des gens après qui se sont amusés pour essayer de créer une machine de Turing universelle, donc quelque chose qui permette d'émuler toutes les machines de Turing, la plus petite possible. Donc, de nouveau, essayer de minimiser le nombre d'états et le nombre de lettres dans le ruban pour réussir, et donc le nombre d'instructions de la table de transition, hein, pour réussir à faire la plus petite possible. Ok? Donc voilà, et donc les meilleures conditions connues, je trouvais ça sur Wikipédia, si on veut qu'il n'y ait que deux symboles, par exemple 0 et 1, sur le ruban, alors il faut 15 états. C'est pas faux, on n'a pas trouvé mieux qu'une machine de Turing avec 15 états différents qui permettent de gérer avec un ruban avec 0 et 1 qui fasse tout
les calculs possibles imaginables, hein, ce qui est déjà impressionnant. Bref, donc voilà, il y a tout ce couple-là. Donc je vous ai montré le 5-5 parce qu'en plus il est rigolo, parce qu'a priori 5-5, il y a 25 instructions possibles, et ils en ont besoin que de 22, donc il y a 3 trous. Alors je vous explique, donc il y a des états U1, U2, U3, U4, U5, forcément, 5-5, et il y a 5 lettres sur l'alphabet, G, B, delta, C, D. Et voilà la table de transition. Alors, je vous montre comment ça se lit. Hein. Si on est dans l'état U1 et qu'on lit par exemple la lettre G dans le ruban, alors dans ces cas-là, eh bien, on va écrire la lettre B dans le ruban, on va partir à gauche, left, L comme gauche, et on va rester dans l'état U1. Ouais. Par exemple, je ne sais pas moi, si on lit la case delta et qu'on est dans l'état U2, alors on va écrire la case C, on va partir à droite, right, et on va rester dans l'état U2. Ok, voilà, il y a des fois on change d'état. Par exemple, si on lit la case C et qu'on est à l'état U4, alors on va passer dans l'état U3. Bref. Voilà, donc on ne comprend pas bien. Enfin, on ne comprend pas du tout comment ça marche. Moi, j'ai regardé la preuve de ce truc-là, c'est catastrophique. Enfin, je veux dire, c'est vraiment très. Il y a beaucoup d'étapes pour essayer de comprendre comment on pourrait traduire n'importe quelle machine de Turing, même très simple, même celle que je vous ai montrée tout à l'heure, hein, multiplication par 2, dans un code écrit avec lettre G, B, C, delta. Je suis complètement foutu de faire ça. Parce qu'en pratique, pour montrer que ça marche, en fait, on démontre que cette machine de Turing résout une certaine catégorie de problèmes qui sont connus pour que si on sait les résoudre à partir de on peut résoudre tous les autres problèmes, etc., etc. Il y a plein de théories qui est faite avant pour réussir à simplifier la preuve. Vous voyez, voilà, c'est comme un théorème où il y a plein de théorèmes emboîtés. D'après le théorème précédent et celui-là, du coup on fait ça, etc. Puis ça a plusieurs étages comme ça. Donc comprendre une preuve comme ça, c'est très dur quand on n'est pas spécialiste du domaine. Donc, mais c'est sympa de se dire, voilà, là c'est la petite table qu'on connaisse, avec 22 instructions seulement. On peut calculer tout ce qui est possible de calculer, je veux dire. Hein, voilà, Assassin's Creed, Overwatch, tout ça, ça peut se coder là-dedans. Évidemment, ce serait atrocement lent, donc évidemment qu'on ne va pas le faire. Quand on rajoute l'instruction au processeur, et ça, c'est pour ça aller plus vite et tout. Puis une machine de Turing, à la base, c'est hyper lent. Et les machines de Turing, avec si peu d'instructions, du coup, ce serait encore bien plus lent, qu'on soit bien d'accord. Hein. Donc, c'est pas du tout efficace. Mais en théorie, c'est possible, avec seulement 22 instructions, de faire tous les calculs imaginables. Donc voilà, c'est juste pour le fun, quoi. Les jeunes gens qui ont trouvé ça, les voilà. Donc voilà, M. Neri et M. Woods, okay, ils ont trouvé celle-ci en 2009. Donc voilà, 10 ans qu'on n'a pas fait mieux que 22 instructions. Le challenge est lancé. On ne sait pas si c'est le nombre minimal ou pas, il n'y a pas de preuve. Hein. Enfin, à mon avis, on n'est pas loin du minimum, mais bon. Donc voilà. Alors, je reviens sur la décidabilité quand même. C'était le théorème du début, hein, ce que je vous avais dit. Maintenant, j'espère que ça va être un petit peu plus clair. Donc, un problème de décision, je vous rappelle, un problème qui veut oui ou non. Il est décidable s'il existe une machine de Turing déterministe qui s'arrête sur toutes les entrées. Donc ça veut dire en plus que voilà, elle n'a pas de calcul infini, elle ne va pas boucler sans arrêt, etc. Quel que soit l'instant du problème ou d'un moment, elle va s'arrêter. Et qui atteint un état final, c'est seulement si la réponse est oui. Donc sinon, elle va s'arrêter sur un état qui n'est pas final, ou elle va être bloquée. Et donc là, on saura que c'est non. Okay. Bon, après, le fait qu'il n'y ait pas de calcul infini, c'est que des fois, ça peut être long aussi. Hein. Donc, bon. Mais en tout cas, si on arrive à avoir une machine de Turing, on peut prouver qu'elle boucle jamais, et qu'elle atteint un état final, c'est seulement si la réponse est oui, on dit que le problème est décidable. Ok ? Définition mathématique, c'est ça. Alors, une petite subtilité, c'est que ça, c'est décidable algorithmique. Parce qu'il y a le mot décidable est aussi utilisé pour les théorèmes. Vous savez, dans la théorie mathématique, on dit si un théorème peut être démontré avec les axiomes précédents, il est décidable. Il n'est pas possible de le démontrer avec les axiomes qu'on a déjà avant, donc il faut choisir s'il est vrai ou faux et puis continuer. On dit qu'il est indécidable. Alors, ce n'est pas tout à fait la même notion d'indécidabilité, d'accord ? Donc là, on est dans la décidabilité algorithmique. Ok, donc voilà. Donc le problème de la primalité, du circuit hamiltonien qu'on a vu avant, ils sont décidables évidemment, puisqu'il n'y a qu'un nombre fini de configurations à tester. Ok ? Donc à partir du moment où il n'y a qu'un nombre fini, là, je ne suis pas dans la partie complexité où je m'intéresse au nombre d'opérations à faire autant que ça à apprendre. Hein. Là, s'il y a un nombre fini de configurations à tester, ma machine de Turing va tester toutes les configurations. Ça va lui prendre un temps délirant, mais elle va finir par réussir à toutes les tester, il n'y a pas de problème. Et donc, elle va finir par répondre oui ou non. Ok ? Donc ça, c'est les problèmes décidables, par exemple. Et donc, la question qui se pose, effectivement, c'est est-ce qu'il y a des problèmes non décidables ? Parce que depuis le début, on fait ça, mais est-ce qu'il y a est-ce qu'on a réussi à trouver des problèmes qu'on peut prouver ? C'est toujours bien plus dur, qu'il n'existe pas de machine de Turing qui permette de trouver les résultats. Et donc, la réponse est oui, et comme je vais essayer de vous le démontrer dès maintenant. D'accord ? Donc ça, c'est le problème de l'arrêt. Turing lui-même a montré que ce problème-là était indécidable. Oui, donc ça date toujours des années 30. Hein. Et donc, le problème de l'arrêt, alors c'est quoi ? Je me donne... Donc les instances du problème, c'est une machine de Turing et une donnée initiale. Et à partir de ça, est-ce que la machine de Turing va s'arrêter
d'accord, ou pas? Ou est-ce qu'elle va boucler à l'infini, etc. Est-ce que je peux trouver un programme qui, à partir de toutes les machines de Turing et tous les x, va me dire si elle atteint un état final ou pas? Autrement dit, est-ce qu'il existe une machine de Turing A sans calcul infini, qui ne boucle jamais, hein, telle que A accepte le codage de T pour cette machine de Turing, hein, on admet toujours, vous voyez, qu'on peut coder chaque machine de Turing dans un langage que A va comprendre, avec le codage des données initiales X, tel que si A accepte donc ce couple-là, si et seulement si, T accepte X, T atteint l'état final. Et là, normalement, vous devez vous dire, c'est ce que j'anticipe, pour ceux qui suivent bien, mais c'est pas exactement ce que fait une machine de Turing universelle? Parce qu'il a dit tout à l'heure, TU accepte TX et seulement si T accepte X. Oui, j'ai dit ça. La grosse nuance, la grosse différence, c'est ça là. Parce que jusqu'à présent, ma machine de Turing universelle, elle ne fait qu'émuler ma machine de Turing. Donc si pour une valeur x, la machine de Turing t se met à boucler à l'infini, ma machine TU, une machine de Turing universelle, codée avec cette machine de Turing t et ses données initiales x, va se mettre à boucler aussi, puisqu'elle ne fait que reproduire ce que ferait t avec x. D'accord? Donc ça existe. Des choses qui émulent, ça existe. Mais là, la subtilité, c'est je veux qu'elle me dise si ça va finir par s'arrêter. C'est ça le but, c'est pas qu'elle calcule la même chose que x, c'est juste qu'elle me dise, est-ce qu'au bout d'un moment, t va arriver à un état final ou pas? Même si elle me dit, vous voyez, c'est la subtilité, quoi. Hein, mon problème de décision, c'est, voilà, à partir de machine de Turing t et x, est-ce que ça va s'arrêter? Et ça, je dois réussir à dire ça en un nombre fini de calculs. Alors que par définition, si t ne s'arrête pas, il va faire un nombre infini de calculs. Vous voyez, donc juste refaire la même chose que t, c'est pas possible. Donc c'est un problème différent, les machines de Turing universelles, même si cette formule-là est exactement la même, ça change tout. Ok? Et ça, c'est pas possible. C'est ce qu'on va essayer de démontrer maintenant. De trouver une machine de Turing A comme ça, qui vérifie ça, c'est pas possible. Donc le problème de l'arrêt est indécidable. Ok? Alors déjà, considérons un algorithme particulier déjà pour voir. Hein, vous connaissez sans doute, c'est la suite de Syracuse. Si vous ne connaissez pas, c'est le moment de l'apprendre. On prend un entier, n, n'importe lequel, et tant que n est plus grand que 1, vous dites, regardez, s'il est pair, vous le divisez par 2, et s'il est impair, faites 3n plus 1. Donc, je ne sais pas, prenons un exemple au hasard, si on part de 7, S7 est impair, donc 3 fois 7 plus 1, ça fait 21, plus 1, ça fait 22. Merci Laporte. Donc c'est pas grave, c'est les impondérables du direct. Donc je reprends, si je prends 7, par exemple 3 fois 7 plus 1, 22, hop, ça fait impair, je divise par 2, ça fait 11, n est impair, 3 fois n, 33, plus 1, 34, ça devient pair, hop, j'avais 17, 17, 3 fois 17, 51, plus 1, 52, je divise par 2, 26, je divise par 2, 13, 3 fois 16, 13, 39, plus 1, 40, je divise par 2, 20, je divise par 2, 10, je divise par 2, 5, 3 fois 5, 15, plus 1, 16, je divise par 2, 8, je divise par 2, 4, je divise par 2, 1, j'arrive à 1. Bon, je prends un exemple un peu compliqué. Je vous laisse vérifier que pour n'importe quel nombre de départ, on finit par arriver à 1. Alors, en tout cas, on a testé avec l'ordinateur avec plein de combinaisons. Ça arrive tout le temps à 1, mais on n'arrive pas à prouver que c'est toujours le cas. Donc ce fameux problème de Syracuse, hein, c'est est-ce qu'à partir de n'importe quel nombre, on arrive toujours à avoir 1 à la fin. Ok? Et bien donc ça, il y a des gens qui, comme on n'y arrive vraiment pas à savoir, il y a des gens qui se demandent déjà est-ce qu'on peut décider que ça ne marche pas? Est-ce que c'est un problème décidable ou pas de savoir si l'algorithme de Syracuse s'arrête? Vous voyez? Parce que comme on n'a toujours pas réussi avec nos axiomes d'arithmétique à prouver que c'était vrai ou faux, voilà. Donc du coup, c'est pour vous dire que déjà pour cette truc-là, on ne sait pas si c'est décidable ou pas. Ok? Donc une machine qui est valide pour toutes les machines de Turing, pour tous les calculs, on se doute bien que c'est faux, mais c'est toujours pareil. Voilà, c'est comment le prouver? Comment prouver que ça n'existe pas? C'est parce que là, on ne sait pas. Peut-être c'est décidable ça, mais pour tout, en tout cas, on sait que c'est pas. Alors voilà, le raisonnement est très tordu, donc fantastique, je vous invite à essayer de le suivre. Donc je suppose que A existe, hein, d'accord, et je considère l'algorithme Q suivant. Alors qu'est-ce qu'il fait Q? Il prend donc un codage d'une machine de Turing, et il le rentre à A, d'accord, avec comme donnée initiale le codage de cette machine de Turing aussi. Ça c'est complètement délirant aussi, vous voyez, c'est que genre je fais calculer à la machine de Turing comme mot d'entrée elle-même. Ok, ce qui est un codage, donc c'est une machine de Turing, c'est défini pour tous les mots d'entrée, d'accord? Quel que soit ce qui est écrit sur le ruban, elle donne quelque chose. Hein. Soit elle s'arrête, soit elle atteint l'état final, soit elle boucle, etc. Mais le calcul va se lancer, quoi. Donc là, c'est quand même très bizarre. Hein. Je calcule donc la machine de Turing A qui me dit, voilà, est-ce que la machine de Turing T va s'arrêter si je lui rentre comme entrée le codage de la machine T elle-même?
Bon, et alors si elle s'arrête, bah, moi je dis que Q, il dit je rejette, et si jamais la machine A rejette, de toute façon, elle marche toujours en temps fini, quel que soit le départ, elle finit par accepter ou rejeter. Donc, du coup, mon algorithme Q est sans calcul infini, et voilà, si elle rejette, bah, il l'accepte, et donc voilà, j'obtiens un algorithme Q qui est sans calcul infini, qui permet de savoir, pour toute machine de Turing T, qui me donne un résultat, qu'il accepte ou qu'il refuse. Bon, jusque-là, tout va bien. Et là, en pratique, vous voyez, Q accepte donc ce truc-là, le codage de cette machine de Turing-là, si et seulement si, eh bien, A rejette ce truc-là. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire rejette ça. Ça veut dire que la machine de Turing T rejette le codage, ce codage-là, cette donnée initiale-là, codage de T. OK? Ça reste que là. Hein, donc voilà, j'ai réussi à construire une machine Q qui accepte le codage d'une machine de Turing si et seulement si T rejetait le codage de elle-même. Il n'arrivait pas à un état final à partir du codage de elle-même. OK? Et donc maintenant on y est presque arrivé au bout parce que vous avez bien compris, je lance Q avec comme donnée d'entrée le codage de la machine Q elle-même. Hein, c'est une machine de Turing, donc elle-même a un codage de programmation dans elle-même, d'accord? Et donc je lui la lance avec elle-même. Et je me demande, est-ce que ça va accepter ou pas? Donc est-ce que, regardez maintenant, Q accepte le codage de Q, c'est seulement si Q rejette le codage de Q. Hein, si je prends T égale Q dans cette phrase, Q accepte le codage de Q, c'est seulement Q rejette le codage de Q. Bam, une belle contradiction quand même, d'accord? Et donc là, ça me prouve que le problème de l'arrêt est indécidable. Et effectivement, c'est un raisonnement, comme je vous l'avais dit, qui est bien tordu, donc magnifique. Moi, je trouve ça fantastique. Ok, donc voilà, ça prouve que le problème de l'arrêt des machines de Turing est indécidable. Bon, vous allez me dire, ok, très bien, alors c'est un problème quand même très théorique tout ça. Ok, on ne peut pas savoir si toutes les machines de Turing s'arrêtent. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un problème un peu plus concret, hein, qui est indécidable? Et donc la réponse est oui, puisque c'est la réponse au 10e problème de Hilbert, démontré par M. Matiasevich en 1970, et donc qui dit voilà, que la solution, le problème de Hilbert, c'est savoir si il existe une solution d'une équation différentielle entière est indécidable. Ok? Donc voilà, donc ça a été démontré donc en 70, c'est compliqué, la preuve je ne vous parle même pas, il trouve des équations différentielles à paramètres qui démontrent que voilà, il y a trop de solutions pour qu'une machine de Turing puisse réussir à trouver si jamais il y en a, etc. Enfin, je ne peux pas vous expliquer tout ça sans me lancer dans les langages récursifs, récursivement énumérables, etc. Et là ça nous emmènerait vraiment trop loin. Donc voilà, on y croit. Ce problème-là, hein, donc une équation polynomiale, est-ce qu'elle a une solution entière? En général, voilà, ça c'est pas décidable. Sur une équation en particulier, peut-être on peut, hein, avec des astuces et tout. Mais il n'y a pas de méthode systématique qui, à partir de tout polynôme, permet de savoir s'il est solution entière ou pas. Ça n'existe pas. Pas de machine de Turing qui permette de déterminer ça. Ok, voilà. Alors maintenant, pour vous déprimer, je vais vous montrer que là, en fait, tous les problèmes sont indécidables, ou presque tous les problèmes sont indécidables. Alors en fait, c'est une blague parce que dans la vraie vie, les problèmes de décision qu'on se pose, il y a des chances qu'ils soient décidables, hein, voire la plupart le sont. Hein. Mais juste de façon très théorique, finalement, quand on réfléchit, un problème de décision, c'est qu'une fonction, donc à partir des instances, il me donne 0 ou 1. D'accord? Si c'est 0, si c'est faux, 1 c'est vrai par exemple. Et donc, finalement, un problème de décision, voilà, déjà le nombre d'instances, il ne peut pas être fini. Même si je cherche un problème sur les nombres entiers, il y en a un nombre infini. Un problème sur tous les graphes, il y en a un nombre infini, etc. Donc on peut supposer quand même que l'ensemble des instances sur lesquelles on veut déterminer, si le problème a une solution ou pas, il est infini. Donc le plus petit infini possible, c'est dénombrable. Donc je vais juste considérer le cas où il est dénombrable. Il y en a déjà, parce que ça pourrait être pire, hein, mais bon. Et donc, finalement, par un système d'encodage de toutes mes instances, comme d'habitude, je peux me ramener une fonction. Donc, chaque instance, je vais la coder par un nombre entier, puisque c'est dénombrable. Et je peux me trouver une fonction de n dans 0, 1. OK? Et puis voilà, dès que j'ai une suite de fonctions comme ça, donc à chaque 0, 0, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 0, 5, 1, bon en bas il n'y a que des 0 et des 1, donc une suite de 0 et de 1 pour chaque entier. Un problème de décision, je peux le représenter comme ça. Je ne dis pas comment j'encode mes graphes en entier et tout, mais il y a moyen de le représenter comme ça. Et donc le nombre de façons de fonctions comme ça, d'accord, c'est beaucoup. D'accord, c'est l'ensemble des suites de 0, 1, il n'est pas dénombrable. C'est pareil, je l'ai démontré dans la vidéo sur la dénombrabilité, mais il est en bijection avec R, voilà, on va admettre ça si vous ne connaissez pas, c'est pas très grave, juste pour dire qu'il n'est pas dénombrable. C'est un infini qui est beaucoup plus grand. Donc finalement, la morale de l'histoire, c'est que l'ensemble des problèmes de décision, il n'est pas dénombrable, c'est un infini énorme, alors que l'ensemble des machines de Turing, il est dénombrable. Et donc même si chaque machine de Turing différente résout un problème différent, l'ensemble des problèmes qui seront décidables, il est forcément dénombrable. Et donc, c'est juste pour dire que voilà, c'est une blague, mais il y a tellement plus de problèmes de décision que de problèmes décidables qu'en fait, on pourrait voir que presque tous les problèmes de décision ne sont pas décidables. Mais bon, c'est très théorique tout ça, parce que dans la vraie vie, les vrais problèmes qu'on se pose la plupart du temps, même quasiment tout le temps, ils sont décidables, on a du mal à trouver des problèmes indécidables.
Ok, bon, enfin bref, c'est pour la blague, j'espère que ça vous fait rire, moi ça me plaît. Donc voilà, c'est tout pour la décidabilité, j'espère que ça vous a plu et que ça vous donnait envie d'en savoir un peu plus sur le sujet. Et donc je vous dis à bientôt pour la vidéo sur la complexité.